Et bonjour à tous, c'est Mustang, bienvenue dans cette nouvelle interview. Je suis en compagnie de Mouche. Mouche, comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien, merci. Et toi? Merveilleusement bien, après ce week-end difficile à Lille, où pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ont pu me voir avec une petite béquille parce que petite blessure au genou, blessure de guerre de ma jeunesse. Euh, Mouche, pour résumer, un des deux Français à avoir fait top 4 donc à ce gros tournoi de Lille sur ce 2048 joueurs. Donc, encore une fois, félicitations Mouche pour ton parcours. Merci, merci beaucoup. Et Il faut pas mal de chance pour y arriver. oh, beaucoup de chance, Un peu de comment talent aussi, mais un peu de talent, parce que mine de rien, justement, alors, le but de cette interview, ça va être aussi de te connaître, de te faire un petit peu connaître, parce que on te voit régulièrement perf sur les tournois, mais bon, tu es assez discret sur les réseaux, tu communiques très très peu même, même quasiment pas. Donc, voilà, ça sera une petite occasion de te présenter. on va essayer de leur donner une bonne image. Ah bah ils ont déjà une belle photo avec ton Stitch enchanté, alors là, c'est déjà pas une belle image de toi ça. Une belle image du Stitch. Alors vas-y, je t'en prie, Mouche, est-ce que tu peux te présenter, donc nous expliquer d'où tu viens? Est-ce que tu viens de d'autres TCG? Est-ce que Ouais, tu as eu des autres expériences? Explique-nous un peu ton parcours de TCG. ouais. Alors, moi de base, je viens de Magic l'Assemblée. J'ai commencé à jouer en 2005. J'ai joué sur une assez longue période, jusqu'à à peu près 2016. Puis par intermittence, entre deux pauses successives, j'ai pas mal de résultats entre correct et bon. J'ai entre autres un top 8 de championnat de France et quelques Pro Tours joués. J'ai aussi joué un petit peu à Eternal, qui était un jeu de cartes en ligne, qui c'est en gros Magic l'Assemblée, mais version digitale avec des effets qui sont pensés pour. J'ai dû jouer 2 ans dessus, j'ai participé pas mal aux tournois qui étaient organisés par la communauté, avec des bons résultats de manière très régulière. Et j'ai un peu joué aussi à Storybook Brawl, qui est un auto-battler, jusqu'à ce que ça se fasse racheter et ruiner par la compagnie FTX. On va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est un peu triste que ça soit fini comme ça, parce que j'aimais énormément le jeu. Euh, oui, donc du coup, t'es pas, Lorcana n'est pas ton premier TCG. T'as une expérience quand même de tournoi et de joueurs compétitifs auparavant. Ah oui, j'ai Hmm. une longue expérience des tournois compétitifs, en général. C'était quoi ton deck préféré sur Magic? Ta combinaison de couleurs Euh, préférée peut-être? Pas spécialement de combinaison de couleurs préférée, je jouais beaucoup les decks très contrôle, et je jouais beaucoup aussi les decks un peu enfin, les decks créatureux, mais pas forcément agressifs, juste avec des créatures qui ont des effets. On y reviendra plus tard dans les vidéos. Ok. Mais j'étais surtout très 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 connu pour avoir joué, tant que c'était légal, dans le format moderne Bursting Pod, qui est un deck mid-range avec une combo et en parlant en termes Lorcana, un objet qui permet de faire de la value avec des créatures. Ok, ok. Bon, moi à l'époque je jouais un petit peu à Magic. J'adorais Golgari et Izet. J'adorais ces deux types de decks là. Surtout en Izet. Bah, j'ai Izet Burn, ce qui est un peu le but de Izet, mais le Ouais, côté un peu plus tempo, genre Phoenix, tu vois. ouais, je vois très bien. Ouais. Et donc Ouais, du bah, coup, c'est oui. un genre de deck que j'aime bien aussi. Et concernant Lorcana, alors comme je disais, on te voit top régulièrement. Est-ce que tu vas faire rapidement un petit récapitulatif de ton parcours sur Lorcana, de tous les tops que tu as pu faire? Ouais, dans les principaux, il y a le tournoi Vernon. Il y avait 240 joueurs. Mhm.
sur lequel je fais top 16 et je perds en première ronde du top 16. J'ai gagné le tournoi Aulnay et du coup récemment j'ai fini top 4 au l'Orcana Challenge à Lille avec un peu plus de 2000 joueurs. Après il y a des tops ici et là sur des tournois de, on va dire, moins grande envergure, enfin, avec moins de monde. Et dans la communautaire, la Mulligan Challenge peut-être? Pas le Mulligan Challenge, plutôt principalement des tournois boutiques, bah, sur les tournois Stitch par exemple, où, j'en ai fait 2, j'ai fait top 8 sur les 2. Bah, il y en a un où je perds en finale, mais Hmm. un tournoi organisé par Majestic où je perds en quart encore. Bon. Mais après, bon, ouais, c'est déjà pas mal, un top 16 Vernon, tu gagnes le nez, tu fais top 4 à Lille. T'étais pas loin du top 16 aussi, je crois, à Palaiso? Tu quoi, t'y étais? Palaiso, alors, Palaiso, ouais, j'ai fait draw sur l'avant-dernière ronde et j'ai perdu la ronde d'après pour finir 9ème. 9e. Ah, vraiment, t'as fini 9ème? Oh là, non. Non, Ah, non, non, c'est dur. j'ai perdu la ronde que si j'aurais gagné, j'aurais fini 9ème. Ah, ok. Ah, donc, whatever, même si tu gagnais, tu étais 9ème. Ok. Bon, après, bon, c'est quand même pas, c'est quand même pas si mal, hein, de faire 9ème, ça sera Oui, 28, enfin, potentiellement 9ème sera 28 joueurs. Donc, ouais, plutôt solide, une bonne performance sur l'Orcana. Alors, pour bah, revenir à ce qui nous intéresse, hein, le Lille Challenge, euh, alors dis-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi, quelle était ta préparation, comment t'as anticipé peut-être la méta. ouais, bah, la préparation, elle a été très simple. Elle s'est principalement passée sur l'Early Access de Hades 2, qui est un excellent roguelike que je vous conseille. En dehors de ça, j'ai quand même testé un petit peu. Alors, l'histoire à la base, c'est que avant Vernon, j'ai demandé conseil sur un Discord à des personnes qui j'ai pleinement confiance sur ce que je devais jouer à Vernon. On m'a suggéré de jouer vert violet. Mhm. Ça s'est bien passé. Puis c'était typiquement le genre de deck que j'aime. Quand je parlais des decks créatureux à Magic avec des créatures qui vous 8 un peu, c'est exactement ça. Exactement ce genre de deck. Du coup, j'ai tout de suite accroché, j'ai continué à jouer le deck, continué à avoir de bons résultats avec, de fait. Et sur les tests, j'ai testé un petit peu avec un autre très bon joueur de Magic qui s'est mis à l'Orcana récemment, qui s'appelle Pierre Dagen. Ouais, ça me dit C'est- un truc. Ouais, il a 2 top 8 de Pro Tour. Il a été un joueur très très régulier lui aussi sur Il un est scène toujours, professionnelle. il, il est toujours actif sur Magic? Euh, il a, il s'est un petit peu remis après le Covid. Et là, je crois qu'il est passé complètement sur l'Orcana. J'ai certainement dû le voir sur une vidéo de Valet PM, 100%. Ouais, Ou mentionné. c'est pas impossible du tout. Du coup, on a fait 2-3 séries de tests ensemble, une ou deux sessions avec d'autres personnes, Guillaume Bourdino, Michael Rabi, Grégory Cassini, que tu as déjà interviewé, il me semble. Oui, oui, très excellent, Greg Cassini. C'était un plaisir de l'interviewer. Un plaisir aussi de le rencontrer, de le revoir sur sur l'île, ainsi que bah, toute la communauté hein, avec qui j'ai pu discuter. Mais ouais, Grégory, hein, qui pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas vu l'interview, euh, très très, bah, il a un long parcours de TCG également et notamment un très très long parcours de joueur compétitif sur Magic. Ouais, bah, je crois qu'on a fait tous les deux notre premier Pro Tour ensemble. Donc, En tout cas, j'ai fait mon premier Pro Tour avec lui. finalement une session de test assez courte mais intense parce que bon, c'est quand même du très bon monde en fait. Tu t'es entraîné beaucoup. Ouais, puis en fil rouge de ça aussi, je regardais pas mal certains streams, en particulier Savage. Ouais, C'est pas Savage, très compliqué pour moi de prendre de l'expérience juste en suivant des bons joueurs, comme ça. Hmm. Je vois ce que tu veux dire. Savage, peut-être qu'on en reparlera un tout petit peu quand on aura un petit peu terminé, on sera vers la fin de l'interview parce que Savage, il lui est arrivé quand même quelque chose à Atlanta. Je suppose que tu as suivi. Ouais, j'ai pu voir ce dont tu parles. Hmm. Alors après, le but, c'est pas bah, quand on en parlera, évidemment, le but, c'est pas de juger est-ce qu'il est coupable ou pas coupable, c'est pas du tout. Mais
on en discutera peut-être pour ceux qui connaissent pas, et surtout aussi peut-être faire un petit peu de prévention, c'est-à-dire comment est-ce que ce malentendu aurait pu être évité, évidemment. Ou alors je ne Euh, vois pas du tout de quoi tu parles, du coup. ok, bon, on verra. Bah, on verra. Euh, ok. Et tes attentes sur ce week-end? Comment tu pensais que ça allait se dérouler? Bon, toi, j'imagine, vu que tu as fait des pro tours, des gros tournois de cette envergure, tu connais. Au niveau Oui. du multinational aussi, du coup, en fait, tu t'es un petit peu senti dans ton élément au final. Oui, c'est exactement la même ambiance que les grands prix que je faisais il y a 5 10 ans. C'était vraiment très rafraîchissant de retrouver ce genre d'expérience. Du coup, au niveau de la langue, j'ai pas trop de problèmes avec l'anglais, parfaitement à l'aise dedans. Et au niveau, est-ce que tu as quelque chose à raconter sur ton week-end, une anecdote particulière, quelque chose qui t'aurait un peu marqué? Il y a rien qui vienne particulièrement comme ça. J'ai eu la chance d'être repéré contre Frank Karsten, round 9. Que t'as gagné? Le match s'est fini très vite puisqu'on a choisi de faire un split Oh. du match pour faire plaisir à une bonne partie de nos auditeurs, je suppose. Je, je- je crois que l'avis des gens sur ce genre de choses est assez Assez tranché. partagé. C'est Ouais, tranché, hein. Il y en a qui tolèrent, il y en a qui tolèrent pas. Après, c'est vrai que du point de vue d'un joueur on va dire un peu plus casual, c'est c'est assez mal vu. Maintenant, un joueur pro, c'est tout à fait normal, au final. Tu sécurises ta oui, position quelque part. Et alors ouais, certains vont dire, bah oui, mais si vous figez le top, c'est pas du jeu. Mais bon, malheureusement, ça après. Mais je comprends les deux points de vue, vraiment. Je comprends les deux points de vue. Et bon, effectivement, après, ouais. Après, on adhère à l'idée, soit non, pas du tout. ouais, enfin, je trouve juste que c'est à partir du moment où dans ton jeu tu autorises le fait qu'il y ait des draws comme résultat, tu peux très difficilement empêcher les gens de finir sur des draws intentionnels. Ah bah de toute façon, je pense que même si c'était interdit, comment empêcher des joueurs de faire une égalité intentionnelle, c'est juste pas possible. Ça vaudrait Voilà, c'est ça, faudrait fliquer, faudrait un juge par table et fliquer les parties. C'est juste c'est ça. impossible. Logistiquement, c'est juste pas possible. Il faudrait Voilà. beaucoup plus d'arbitres que tu ne peux en avoir ou qui sont nécessaires sur un tournoi en général. Ah, et puis, bah, imagine l'ambiance, tu vois, à surveiller les tables Et tout en le temps. plus, Enfin, c'est lourd, quoi. ouais, C'est lourd, et puis au final, même malgré ça, je pense qu'il y aurait beaucoup de joueurs qui tenteraient de faire des égalités un petit peu arrangées, et au final, c'est exactement ça. on se retrouverait dans un système un petit peu malsain où les joueurs, ils ont toujours la pression. En fait, ils vivent pas un bon moment parce que ils voudraient faire égalité et ils vont tenter de le faire malgré la surveillance. Euh, ça rend un côté vraiment malsain, je trouve. Et donc au final, autant juste l'autoriser parce que, encore une fois, tu as souligné d'un point de vue logistique, c'est impossible à surveiller. Et Voilà, logistiquement, c'est pas tenable. Et juste, c'est beaucoup trop difficilement prévenable. Je trouve que c'est juste mieux que ce soit encadré. C'est quelque chose qui existe et qui existera dans tous les TCG. et Du coup, on va passer sur ta decklist. Alors, ouais, hop. Donc pour ceux qui connaissent un peu Mouche, qui ont déjà croisé, bon, ils sont pas surpris, hein, c'est un peu ton deck signature hein, sur ce chapitre 3. c'est mon, Alors, c'est mon deck de cœur. alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette decklist donc pourquoi ce choix? Pourquoi enfin, tu nous as expliqué que oui, finalement ça ressemblait un petit peu à ce que tu aimais jouer sur Magic. On va peut-être s'attarder un petit peu plus au choix des cartes. Si jamais il y a des cartes, tu t'es dit, est-ce que je joue celle-ci ou celle-ci? Qu'est-ce qui t'a décidé, par exemple, de jouer un seul Pinocchio peut-être
ou des kits. Ouais. Ouais, en gros, bah, c'est un deck qui, a un plan de jeu qui peut être très proactif avec les Merfolk et les Flynn, mais qui peut quand même très, très bien tenir sur la longueur, entre autres avec le package Boons, des Merlin et Mime, avec, Ursula qui, copie des chansons et avec Château, que ça a les avantages d'un deck agressif et ça va quand même assez régulièrement gagner des parties qui vont être très, très longues. Hmm. Et donc on dit notamment, pour ceux qui connaîtraient pas très bien le deck, du coup donc la Ursula légendaire qui permet de chanter, de rechanter une chanson si vous chantez avec Ursula. Donc ici on a les amis de l'au-delà pour piocher 4 cartes et on a, on va dire la carte en française quand même pour ceux qui connaîtraient pas les cartes en anglaise, c'est N'écoute que moi qui va vous permettre de remonter deux personnages dans la main de leur propriétaire. Et évidemment souvent vous allez remonter les cartes de l'adversaire parce que ça vous fait gagner ce qu'on appelle de la tempo. C'est-à-dire que vous continuez à prendre du lore deux par deux ou un par un si vous n'avez pas Flynn ou Ondin. Mais le but du deck, c'est de grappiller petit à petit le, on va dire le compteur de l'or, tout en contrôlant au maximum ce qui se passe sur le plateau. C'est ça, c'est globalement un deck tempo. Du coup, c'est un deck qui va chercher à avancer son plan de jeu tout en ralentissant celui de l'adversaire. Sauf que sa manière de le ralentir, c'est pas avec des effets, c'est pas par exemple en bannissant des personnages, c'est globalement en les gérant de manière temporaire. Je m'en occuperai plus tard. Exactement. C'est ton personnage là qui peut aller gérer mes gros l'horreur, il est bien, mais il reviendra après, quoi. Voilà. Je l'aime bien, mais pas tout de suite. Je disais, c'est un des avantages d'un deck aggro. Au final, mis à part Flynn et Ondin, Euh, ça a tendance à l'or tout doucement ce deck-ci, mais alors peut-être Ouais. l'ajout de l'effet clochette à 4, peut-être, pour quelle raison? Alors, alors la fée clochette à 4, pour ceux qui ont pu voir mes différents decks, à la base c'était des Ismal. Voilà, à la base c'était des génies à la place, mais génie c'est devenu vite très nul, entre autres à cause de Madame Medusa. Du coup, ça s'est transformé en Isma, qui est un autre drop à 6 qui a globalement les mêmes avantages de génie, tout en étant plus polyvalent et en se faisant pas gérer par Madame Medusa. Et au final, j'ai vu une liste un peu récente de Artabax, qui est en gros la personne qui a popularisé ce deck, qui jouait la fée clochette à 4, que j'ai essayé et que j'ai trouvé très convaincante, principalement parce que les rouges-violets se remettaient à jouer des mini-surfeuses, et que c'est pas très compliqué dans le match-up d'avoir un personnage à 3 de force sur table au tour 3, et qu'un personnage à 3 de force sur table avec une clochette, ça va très facilement chercher une mini-surfeuse, et ça le fait de manière très bien curvée, juste Mhm. après qu'elle soit partie à l'aventure. Ça a aussi les avantages d'être un personnage évasif elle-même, qui l'aura 2. Ça reste une menace respectable, un peu plus Bah, tard dans la partie. on voit déjà les violets rouges qui posent une mini surfeuse et malheureusement l'adversaire il a les réponses dans son deck mais alors il n'y a pas moyen de les toucher. Bah, c'est pas rare de voir des mini surfeuses quasiment faire la partie toute seule quoi. Oui, bah c'est typiquement ce qui s'est passé sur ma première partie de la demi à Lille. Hmm. Je tombais contre un violet, il m'a fait une mini surfeuse sur le play tour 3. J'ai jamais vu de clochette, j'ai jamais vraiment eu le temps de m'en occuper. Pas de clochette, pas Et de kit pour gagner un peu de temps. alors j'ai vu un kit que j'ai ancré en me disant que la partie n'allait pas évoluer de telle sorte que j'en aurais besoin. J'ai eu tort. J'ai pris des châteaux qui, en plus de cette mini, qui ont un peu trop forcé le destin sur cette partie. Ce qui fait aussi que cette liste, la particularité de cette liste, c'est aussi qu'elle est extrêmement difficile à jouer, que notamment sur une bête prise de décision comme bah, le kit, je vais l'ancrer, ça t'a peut-être coûté la partie, peut-être pas, mais qu'au final, euh, tu te retrouvais très régulièrement avec beaucoup de possibilités de jeu dans ta main.
et que bah, malheureusement, parmi toutes ces possibilités, souvent t'en as que une ou deux qui te mènent vers la victoire, et toutes les autres, par contre, ça va plus t'enfoncer au final. Ouais, surtout avec, ce build en particulier, en gros, les verts violets, la version qu'on trouve le plus régulièrement, c'est une version avec 3 Rafiki et 3 Pascal en droit par 1, en plus des Ondins ensorcelés et ça, c'est des versions qui, assument pleinement assument un peu plus d'être, le deck agressif dans Hmm. une grande partie des match-up. Alors que Bah, là, les disques que j'ai joués, c'est, avec des adeptes de Chernabog et plus de Rafiki. Alors ça allait dans le sens que je voulais au moins un Pinocchio, que je trouve excellent déjà en mirror. Je m'attendais à en rencontrer à un moment, ne serait-ce que dans les hautes tables, que c'est un deck qui, quand il est bien joué, je m'attends à en retrouver. Et, Pinocchio, c'est vraiment game breaker en mirror. Ça gagne des parties, pas tout seul, mais presque. Enfin, avec les autres personnages à côté, quoi. Ça donne des trades favorables, très faciles. oui, parce que l'ensemble des Ça, persos sont assez faibles au final, hein. T'as quelques petits cogneurs comme Madame Mime Renard, Merlin Chèvre si nécessaire. Le crabe qui vient aider un tout petit peu quand même grâce à l'offensive plus 3. Mais hormis ça, ouais, c'est vrai que le package est relativement faible. Les persos sont tous ouais, faibles. quand on regarde, il y a un nombre raisonnable de persos qui peuvent taper, qui peuvent défier à 3 de force, et tous les personnages du deck, maximum 3 de santé. Du coup, c'est pas très compliqué avec Pinocchio de juste prendre un trade de un Merlin lapin avec une 3/3, ou une Ursula avec une Madame Mime serpent qui serait arrivée tour 2, Mm. juste avec un Rafiki du tour 1. Et alors, juste pour rappel, ceux qui connaîtraient pas Pinocchio, en gros, quand vous jouez Pinocchio, vous pouvez épuiser un personnage adverse, ce qui fait que donc, du coup, ça vous donne la possibilité de défier un personnage adverse qui est peut-être en train de sécher encore, ou un personnage un petit peu embêtant. Et la grande force de Pinocchio aussi, c'est qu'il coûte pas cher et ça vous sert de support. Par exemple, si vous jouez Madame Mime Renard, bah, vous remontez le Pinocchio, vous pouvez rejouer le Pinocchio pour réincliner encore un personnage. Comme votre Madame Mime Renard à la charge, vous pouvez le défier instantanément. Donc en fait, le Pinocchio, une fois qu'il commence à rentrer dans cette boucle de ce qu'on appelle le package boons, donc avec les Madame Mime, c'est vrai que c'est très 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 pénible pour l'adversaire parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, il va poser un personnage. Euh, Il y a de fortes chances que son personnage se fasse gérer, quoi. Ouais, on en retrouve dans les rouges-violets. Tel que le deck est construit, le deck peut un peu plus assumer le rôle où il va chercher à contrôler le board avant de s'occuper de l'orée. Et le 1 Pinocchio, bah, en plus du mirror, il est très bien sur le play contre rouge-violet. Ton Rafiki qui va chercher son Rafiki, ça te donne un gros avantage, ça coupe une bonne partie de ses drops à 2. Ou ton Rafiki qui va chercher sa mini au tour 1. Ouais, ça l'empêche aussi de potentiellement poser une Madame Mime Serpent, avoir une 3-3 sur le board, hein, ça met, au T2, ça met de la pression. Ouais, Exactement. ça lui coupe littéralement l'herbe sous le pied. Ouais, ça donne quelques pourcents contre Stilson, qui est pas un excellent match-up. Ça aide pas spécialement contre les sorties contre lesquelles tous les autres decks vont perdre. De toute façon, de Cendrillon dans Jeu tue ton personnage, dans Jeu tue ton personnage, dans Jeu tue ton personnage, dans On pioche 7 et Je tue ton personnage. Tu parles de la Cendrillon La tour 1. Cendrillon à 1 qui chante pour Hmm. 3, ouais. Oui, bien sûr. Le- Bah, c'est vrai les que sorties. sur le play, Steel c'est dur de faire stick quelque chose contre un Steel Song qui a commencé dans la partie. Exactement. Bah, en parlant justement des match-up, on va enchaîner sur les stats. Alors, j'avais fait des statistiques une semaine avant le Challenge Lille où j'ai rassemblé. Donc, en gros, j'ai pris tous les tournois à plus de 100 joueurs. Non, Ouais. ça c'était pour les listes. Ça, c'était les données de Pixelborn. Et où bah, j'ai compilé un peu toutes les données de ce chapitre 3 de Pixelborn. Donc là, on est à quasiment 30 000 parties jouées pour le deck
violet vert tempo. Au niveau des cartes exactement jouées, ça malheureusement, peut-être qu'il y en a certains qui ont forcé avec des génies, des Isma, des Pascal. Ça, je ne saurais pas trop te dire. Mais globalement, c'est quoi ton ressenti par rapport à ces chiffres? Alors mon ressenti, c'est et c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que j'ai continué à jouer ce deck, c'est que, je trouve que je suis légèrement devant contre rouge-violet. C'est, un petit peu moins vrai contre les versions mini. Enfin, les versions mini sont un petit peu meilleures dans le match-up et je trouve que le match-up est quand même un petit peu favorable et je trouve que le match-up est très favorable contre bleu-rouge, juste parce que, bah, il y a le potentiel des sorties très agressives de persos qui l'aura de très vite et qu'on a les outils en plus par rapport aux decks, très, très, très aggro comme ça de, l'empêcher de gérer notre board. Autre avec Ursula qui va chercher les soyez prêtes dans la main. Les decks gris en général, j'étais plutôt confiant dans mon match-up contre les verts acier, un peu moins contre les Steel Song et le gris Ouais. On voit et les par violets exemple, gris. effectivement, on retrouve bleu-gris, violet-gris, style song lanterne dans les match-ups défavorables. Les match-ups à 49%, on peut objectivement se dire que ça se joue quand même vachement au pilote, sachant que le deck est quand même, je pense, très très dur à piloter. Et ensuite, les match-ups à 51% quasiment, là, c'est des match-ups où c'est globalement positif, quoi. Le package même du deck, la Ouais, nature même du deck est favorable. Est-ce que tu es globalement ouais. d'accord avec ta Oh, liste? je suis globalement d'accord. Les verts, gris, alors que ce soit Bucky ou Agro, c'est des match-up gris qui sont un peu plus faciles que les autres, entre autres parce que leurs persos sont globalement très faibles sur le board, ils se battent pas très bien et ça fait que, Château de la Reine, c'est une carte qui est exceptionnelle dans le match-up, qu'ils ont beaucoup de mal à gérer et qui gagne des parties toute seule. Ouais, exactement, ouais. Château de la Reine, c'est pour avoir pas mal dosé Bucky. Quand je vois un Château de la Reine en face, je suis jamais content. Ouais, tu dois souvent, beaucoup donner pour aller le chercher Ah, si t'as pas de et Zost, ça ouais, donne des ouais, ça donne des opportunités pour, aller chercher ton board derrière. exact. Euh, du coup, bon, tant qu'on on est sur les données de Pixelborn, euh, est-ce que, bah, comme tu le sais, et puis bah, comme ce que ça fait ça fait un gros bruit sur les réseaux, tout le monde en parle évidemment, c'est la fermeture très prochaine de Pixelborn. Alors, est-ce que tu as une réaction par rapport à ça? Comment tu penses que cela va Oui, impacter la communauté, la méta? Parce que c'est vrai que du coup, on aura accès à beaucoup moins de données, de présentation de deck de la part des vidéastes, même si je pense qu'ils vont s'arranger avec peut-être du tabletop simulator ou on verra. Mais oui, du coup, comment est-ce que tu penses les que tout ça va impacter la communauté et le jeu? déjà, je pense que, si, Pixelborn a été, contraint de s'arrêter maintenant, c'est qu'il y a une raison derrière. Je pense pas que, on va rester éternellement sans, alternative à Pixelborn. Je pense que, il y a quelque chose d'officiel qui est en cours de travail. Mais, en partant du principe que, une fois que Pixelborn s'est arrêté, on n'a pas d'alternative, officielle, ni maintenant ni jamais. Je suis plutôt d'avis que ça va avoir globalement 2 effets. Le premier, c'est qu'il y a moins de parties qui seront jouées. Pixelborn, c'était quand même très pratique pour faire des parties un peu quand on veut. Mhm. Ça fait qu'on pouvait avoir un très gros volume de parties jouées, donc un gros volume de données, et on arrivait plus rapidement à un état résolu d'un format. Le fait que ça n'existe plus, ça fait que l'état résolu, il arrivera plus tard, beaucoup plus tard. C'est même pas dit qu'il arrive avant la sortie d'une extension d'après qui change le format de nouveau. Et je pense que le fait que les formats soient moins rapidement résolus, ça va avoir entre autres comme conséquence que bons joueurs qui vont se réunir en équipe et qui vont
tester ensemble vont être globalement très favorisés par rapport aux autres joueurs at large, simplement parce qu'ils vont pouvoir, un peu répliquer ce phénomène de volume de jeu. Du coup, ça va forcément récompenser les teams euh, qui s'investissent beaucoup dans le jeu, en fait. C'est ça, ça va récompenser les types de joueurs qui s'investissent beaucoup, ça va récompenser les joueurs qui ont déjà beaucoup d'expérience, que ce soit juste de l'Orcana ou d'autres jeux. Alors je pense que, si un malgré la disparition de Pixelborn, des joueurs pros actuels ou anciens de Magic décident à se mettre à l'Orcana, ils auront un gros avantage sur le joueur moyen. Simplement parce que l'Orcana c'est quand même assez similaire à Magic, donc ils auront déjà les bases, une semaine maximum, ils sont à jour. Oui, je suis assez d'accord avec toi sur l'ensemble. Alors, effectivement, là, ce que l'on peut souligner, c'est que ce qui va être dommage, c'est pour le joueur un peu plus, on va dire un peu plus, bah, je vais employer le même terme, casual. Euh, c'est vrai qu'il n'y a plus la possibilité de faire des petites parties comme ça de temps en temps pour s'amuser. Ça va devenir un tout petit peu plus fastidieux parce que même si ça passe par Tabletop Simulator par exemple, ou, euh, ou en remote, il faut avoir un adversaire qui soit présent et disponible au même moment. Donc Ouais, ça c'est un peu le côté chiant parce que bon, pour les teams, ouais, c'est pas trop un souci oui, puisque les joueurs se réunissent de manière assez régulière pour discuter entre eux et tester entre eux. Euh, Autre chose aussi, bon, c'est que pour le joueur qui n'a pas forcément les moyens de beaucoup investir dans le jeu, souvent ces joueurs-là ont tendance à choisir vraiment avec précision les cartes qu'ils veulent acheter et investir dans ces cartes-là en disant je vais, par exemple, comme des Maui par exemple, les cartes qu'ils vont pouvoir réutiliser pendant plusieurs chapitres. Là, ça va être beaucoup plus compliqué de trouver le bon investissement pour ces joueurs-là. oui, ça c'est sûr, ça va aussi avoir un impact, sur les joueurs qui n'ont pas forcément les capacités financières de changer de deck du jour au lendemain. Ça va aussi globalement, bah, vu que les joueurs qui sont plus compétitifs et qui vont tester de manière plus intensive auront des globalement meilleures listes. En fait, ça fait que les joueurs qui jouent moins mais qui, apprécient beaucoup de jouer auront globalement des listes qui sont moins optimisées. Donc au final, j'imagine très bien des joueurs qui peuvent, pouvoir juste faire des gros tournois, bah, par exemple comme le challenge à Lille, juste pour l'expérience de faire un gros tournoi comme ça, ou de retrouver des gens sur, des gens qu'on connaît, ou juste de découvrir de nouvelles personnes comme ça. Moi, Ça reste une très bonne expérience pour les joueurs moins aguerris, on va dire. je Et ce pense que jour-là, beaucoup y ont été pour ça d'ailleurs. Beaucoup y ont été pour l'expérience, oui, pour de oui, bon oui, d'ailleurs. oui, exactement. Du coup, ces joueurs qui auront accès à moins de données, ils auront accès à des listes moins bien optimisées, ça va aussi impacter leurs résultats. Peut-être que ça peut impacter leur appréciation de l'event en lui-même s'ils voient que les parties se passent pas aussi bien qu'ils le voudraient, par exemple, Ouais, à cause de ça. ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que si par exemple tu as le malheur de venir avec une liste non optimisée et qu'en face le gars, voilà, il a quelqu'un qui a la chance d'avoir des joueurs expérimentés avec qui s'entraîner et échanger régulièrement, c'est vrai que l'expérience de jeu risque d'en pâtir. Quand tu vas te prendre un vilain 20-0 deux fois de suite, euh, parce que toi tu n'as du coup accès à beaucoup moins de volume de jeu et tu as accès à beaucoup moins d'informations. C'est vrai que l'expérience de jeu pour les joueurs casual pourrait peut-être en pâtir un petit peu. Mais je suis du même d'avis que toi que s'ils ont attendu presque un an avant de fermer Pixelboard, parce que de toute façon, les raisons qu'ils ont évoquées, elles étaient vraies dès le jour 1 au final. Oui, 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 c'est juste Donc qu'ils ont choisi ils ont choisi d'exercer leurs droits maintenant plutôt que quand le soft a été créé et mis à disposition de tout le monde. après, après, il y avait peut-être le côté, ils avaient eu peur que s'ils le fermaient immédiatement, peut-être qu'ils avaient eu peur que ça refroidisse la communauté. Je sais pas. Mais moi, je suis peut-être plus d'avis que on pourrait avoir une information pour, alors pas maintenant évidemment, mais peut-être pour début 2025, un client en ligne peut-être.
j'ai bien ne pas l'avoir en 2025. Je disais avoir un début d'information, une annonce. Ouais, j'ai pas particulièrement d'idées sur la timeline là-dessus, mais Oui. je serais vraiment pas surpris qu'il y ait qu'ils soient en cours de préparation, Bon, je pense que au moins qu'ils Disney commencent à être a les préparés. moyens de. S'ils veulent sortir un client en ligne en 3 mois, je pense que Disney a largement les moyens de le faire, hein. Oui, oui, c'est clairement pas les moyens qui seront le problème. Tiens, justement, en parlant un petit peu de chapitre 4, de méta, tout ça, la petite question piège, c'est est-ce que tu sais quoi jouer déjà, toi, au chapitre 4? Est-ce que, selon toi, qu'est-ce qui Absolument. sera jouable ou pas? Pas du tout. Je n'en ai absolument aucune idée. Ok, donc si vous croisez Bush en J'ai tournoi, il va jouer son vert violet tempo, vous le savez. probablement. Alors je sais pas, du coup, j'ai pas vraiment de grosses raisons de me lancer dans les tests du chapitre 4 maintenant. Heu, j'ai plutôt décidé de me reposer cette semaine après Parce un que long week-end. c'est vrai que ouais, le week-end était éprouvant. Parce que d'un côté, bon, pour les arbitres, parce que nous on court partout, on est tout le temps debout. Mais bon, après Ouais, il y a pour les joueurs aussi, c'est très très éprouvant. Faut réfléchir, faut tenir 9 rondes, plus le jour 2. Et évidemment, plus tu avances, plus ça te demande des ressources intellectuelles importantes. Donc c'est très très épuisant mentalement. Il y a une charge mentale très conséquente. Donc ouais, et puis effectivement, c'est une grosse fatigue. ça a été un peu exacerbé par les problèmes avec Melee aussi, soit de votre côté comme du nôtre. Ouais, ouais, c'est vrai que nous, Dieu merci, on a eu une alternative à Melee. Ça a été Merci. extrêmement bien anticipé de la part du staff de la Mad Center. Donc là-dessus, vraiment bien joué à eux. Et Si, c'est vrai que du coup, nous, on distribuait à tour de rôle, moi, toutes les rondes, je donnais le pairing à 30, 40 joueurs, et tu fais ça fois le nombre d'arbitres qu'on était. Voilà. si je On me a une trompe pas, belle mobilisation quoi, pour assurer le roulement entre chaque ronde. si je me trompe pas, vous avez utilisé un des outils de Aurélie Violette qui était Scorekeeper? Exactement. C'est son application, sa solution en ligne, Purple Fox. Ouais, Ouais. Donc, bon, Aurélie, Aurélie Violette. si tu vois cette vidéo, euh, merci beaucoup à toi et heureusement que tu étais là. Merci de toutes tes années d'expérience sur l'arbitrage à Magic. Euh, Bah tiens, donc on est un petit peu dans le futur. C'est quoi tes attentes sur le jeu au final? Sur, enfin, pas forcément le chapitre 5, mais un peu plus tard. Qu'est-ce que tu verrais, qu'est-ce que tu aimerais voir? Des formats, des rotations à la Magic, ban list, une side deck? Euh, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment besoin de ban. Ils ont mis ça dans les règles juste pour Oui. prévenir le jour où ils en auront effectivement besoin. Et, même les cartes qui sont vraiment broken forte, elles, elles dominent pas à ce point-là. Vraiment pas au point de mériter un ban, je trouve. De ce Il côté-là, y a j'ai pas trop de problèmes. il y a des cartes que tu penses problématiques actuellement? Actuellement, non. Je pense que les cartes qui peuvent devenir problématiques ne le sont pas encore. Exactement. Bah, c'est comme au chapitre 3, Morph. C'est Morph, ouais. c'est chapitre 3, je crois. C'est chapitre 3, ouais. Et je me souviens qu'il y a tout le monde qui criait au scandale que la carte était. C'est n'importe quoi. Enfin, tu pouvais le tirer ce que tu voyais dessus, tu pouvais le tirer la belle et tout. Et au final, Morph n'a pas beaucoup brillé. En fait, il a été populaire pendant un moment. Mais bah, le truc, c'est que c'est une 2-1. Donc ça meurt Ouais, c'est absolument ça. sur tout en fait. Et c'est ça qui est bien. En fait, moi j'aime bien Morph. Parce que la carte, effectivement, elle ouvre la porte à des dingueries. Mais le fait qu'elle soit 2-1, sans protection,
Bah, c'est que si jamais la carte devient dégénérée au bout d'un moment, il y a déjà dans le jeu tout ce qu'il faut pour la gérer. Pas, on parle pas là de garde-fou, mais je peux comprendre aussi que ça équilibre. C'est un petit peu comme Soyez prête d'ailleurs. Soyez prête, ça évite les abus, les decks qui vont vomir beaucoup de personnages. Bon voilà, t'as un effet Soyez prête qui existe. Alors aujourd'hui, il y a plus que, il y a pas que Soyez prête. Il y a la chanson en vert aussi, il y a Sissou en rouge maintenant. Alors c'est plus contextuel, c'est un peu plus contextuel, mais la majorité du temps, notamment regarde, si on prend ton deck violet-vert, tu prends la chanson là en vert qui se chante à plusieurs, t'es pas content non plus quoi. Ouais, qui remet les personnages faibles sous le deck. Ouais. Ah, tout Ouais, ce bah, qui est... il y a beaucoup de personnages que ça cible, ouais, c'est le genre de carte autour duquel il faut savoir tourner, quoi. Oui. Quand c'est Bah, possible. Mais oui. c'est ça, ça implique de jouer en sachant que c'est une carte qui existe, quoi. Oui. Et mais c'est typiquement, je voulais dire que comme Soyez prête, c'est heureusement que la carte elle existe quoi. Oui, Ça oui, évite tout simplement des gros abus. Et tiens, en parlant de... Tout à l'heure je parlais de bleu-rouge, et donc du coup c'était pour revenir sur Savages, qui jouait bleu-rouge à Atlanta. Et en gros, ouais, me semble-t-il, il a été DQ pour tricherie. OK. Ça te parle pas? J'ai pas entendu parler de ça. D'accord. Bah, tu devrais regarder sur sa chaîne, je crois qu'il a posté une vidéo pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé à Atlanta. Alors encore une fois, il n'est pas là pour dire est-ce qu'il a vraiment triché ou est-ce que c'était une étourderie de sa part, mais pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, chose très importante pour rappeler un petit peu à ceux qui regarderaient la vidéo, c'est en gros, il résout un premier bleu lumière. Donc, il prend deux cartes, il fait OK, j'en mets une en encre, épuisé, et directement il fait je chante mon deuxième bleu lumière. Donc la deuxième carte qu'il avait gardée, il la chante directement. Il repioche deux. Et là, il prend sa main, il regarde, il réfléchit, il compte et tout, il réfléchit. Et Et il a là, mis les 2 cartes dans sa main? euh, ah, oui et non. En fait, ce qui s'est passé, je vais prendre des cartes. J'ai pas. Hop, en gros, parce que je vais prendre des cartes comme ça, voilà. En gros, ce qui s'est passé, c'est que, hop, il prend ces cartes là comme ça, il fait ça, il réfléchit, il fait ça, il calcule et tout. Et ce qu'il fait, c'est que bleu lumière, le texte, c'est que tu dois placer la carte épuisée face cachée dans ta réserve d'encre. Ouais. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a placé la carte comme s'il il l'avait ancrée normalement. Ah, OK. Donc techniquement, alors tu pourrais dire, oui, techniquement, ça veut dire que, bah, oui, il en a gardé une des deux dans la main et il a ancré la deuxième. Sauf qu'en réalisant cette action-là, euh, c'est pas le texte de la carte. Le texte de la carte, c'est que tu dois la placer face cachée dans ton encrier. Et donc là, en faisant ça, c'est comme si qu'il avait effectivement conservé les deux cartes dans sa main, et ensuite il avait ancré normalement. OK. Voilà ce qui s'est passé. OK, je Donc vois. je pense que à ce moment-là, Savages, très probablement, il devait être dans une longue réflexion. euh, donc effectivement, peut-être qu'il s'est un petit peu perdu dans son raisonnement. Et au final, bon voilà, il s'est un peu embrouillé et il a fait ce play-là. Euh, Toujours est-il que, donc très important, euh, assurez-vous de résoudre intégralement vos cartes avant de passer à vos autres actions. Maintenant, comme on dit, comme je disais d'ailleurs par rapport à ton épuisement, le repos de ta semaine, c'est que en plus bleu-rouge, c'est pas un deck qui est facile à jouer, c'est un deck qui va te demander de vraiment beaucoup réfléchir. Et si pour le peu qu'il était ronde 7, ronde 8, la fatigue mentale ça joue énormément et il a juste pu faire une étourderie. Mais une étourderie qui lui a coûté le tournoi. Puis c'est surtout un deck qui, joue des parties longues. Ouais. T'as pas la possibilité de partir full lore et l'adversaire il a pas sa gestion et tu plies la partie très rapidement vers zéro. Bleu rouge, tu fais absolument pas ça. Et dans tous les cas, bleu rouge, ça sera une partie qui sera très longue, donc ouais, très compliqué. Donc dommage pour Savages, hein, c'est bon, malheureusement ce genre de choses peut arriver. Donc ouais, assurez-vous vraiment de toujours
résoudre intégralement vos cartes avant de passer à un autre effet. De communiquer clairement aussi. Communiquer clairement, n'hésitez surtout pas aussi, puisque dans un premier temps, ça permettra à votre adversaire de bien suivre ce que vous faites, puisque normalement l'adversaire est censé vous dire non mais attends là tu te trompes, là tu peux pas faire ci, peut agir au moment où vous déclarez ce que vous faites, il peut réagir. Tandis que si vous ne communiquez pas, l'adversaire il essaye de comprendre ce que vous faites, et finalement il risque de interpréter les choses d'une façon que bah, ça vous arrange pas. Et il va appeler l'arbitre, il va dire mon adversaire il a fait ça, et il va commencer à y avoir un quiproquo entre les deux joueurs, juste parce que vous n'avez pas communiqué votre effet. Donc n'hésitez pas à dire par exemple, voilà, je chante bleu lumière, je pioche deux cartes, j'en mets une dans mon encrier. Certes, ça peut paraître un peu lourd, mais c'est vraiment nécessaire pour avoir le bon suivi du déroulement de la partie et que votre adversaire comprenne clairement ce que vous êtes en train de faire. Ça évite ce genre de situation. Et aussi, surtout sur ce genre de tournoi où tout le monde ne parle pas la même langue. Aussi, c'est très compliqué. Bah après, je pense qu'à Atlanta, globalement, j'imagine que la majorité doit quand même parler anglais. Oui, il devait avoir moins de problèmes qu'à Lille avec des Mm. Espagnols, des Italiens, des Allemands. Que par chez nous. Et aussi, si vous ne parlez pas du tout anglais, apprendre le vocabulaire de base du jeu, donc on pourrait dire un peu du vocabulaire technique, c'est pas si difficile. La plupart du temps, vous connaissez déjà la plupart des termes, mais en anglais, par exemple comme draw, play, un deck, typiquement. Euh, Tout ça, ce sont des termes un peu bah, techniques liés au jeu, et c'est ça va assez vite de d'intégrer tous ces termes-là pour justement la communication au cas où que vous affrontez un joueur étranger. Rien à ajouter. Merveilleux. Bah si, tu as ajouté quelque chose, c'est parce qu'on arrive à la fin de cette interview, ça va être le mot de la fin. Alors, sauf si tu as encore quelque chose à dire, une anecdote, une pensée à partager, mais sinon, je te laisse le mot de la fin. Sur les choses que j'attends pour le futur du jeu, c'est juste une scène compétitive qui est soutenue. J'ai un gros background de joueur compétitif sur Magic, et c'est sur ce genre de jeu, c'est exactement ce que je recherche. Personnellement, ça me fait très plaisir de voir qu'on a des gros tournois qui sont organisés. Tout ce que je demande, c'est que ça continue. Très bien. Ah, c'est vrai que, en tout cas, la demande, le fait qu'ils aient à la base mis 72 joueurs, qu'ils aient agrandi à 2048 joueurs, et que les joueurs ont répondu à l'appel. Alors, il y avait pas 2048 joueurs français, mais se dire que des joueurs allemands, espagnols font le déplacement, dis-toi que moi, dans mon équipe d'arbitre, j'avais un Hongrois. Ah, c'est l'engouement qu'il y a autour du jeu, ouais, c'est, je le verrai en tout cas pas s'essouffler soudainement et pour Euh, l'instant, ça, Ça avait beau être un tournoi en France, au final, ça restait un tournoi européen. oui, Au avant final, tout. ça, c'est pas très étonnant de retrouver des gens qui viennent de très loin. Mm. Et ça, c'est beau. C'est beau de voir des gens aussi motivés. Et puis, bah, surtout, ça rassure. Se dire, bah attends, il y a des gens, ils viennent de super loin pour jouer et s'investir dans ce jeu, bah, c'est que ça vaut vraiment la peine de s'investir dans ce jeu. Ouais, puis le fait qu'il y ait une scène compétitive qui est soutenue par l'organisateur, ça a aussi l'avantage que ça peut attirer des gens qui viennent d'autres jeux. Je pense en particulier évidemment à Magic, entre autres parce que la scène compétitive sur Magic fait un peu moins rêver qu'à l'époque où je jouais de manière très régulière. Bah, C'est vraiment pas la même chose. bah, il y a plus de joueurs pro. C'est plus du tout supporté. C'est ça, il y a plus de statut pro, c'est pas du tout supporté par Wizard en fait. Et on voit, c'est plus du tout leur priorité et ça se ressent clairement.
Et bah tiens, Puis à défaut d'être leur priorité, c'est plus du tout quelque chose, qu'ils ont auquel ils accordent une, grande importance. bah tiens, tant que tu fais le parallèle entre les scènes compétitives et Magic, euh, est-ce que quelque chose comme les points, alors cumuler des points en participant à des régionaux, ce genre de tournois, pour te qualifier, donc c'était le circuit compétitif de Magic, est-ce que ça t'aimerais bien le voir dans l'Orcana? Ouais, je trouve que ça serait cool. Ok. Déjà le fait que, mon résultat ce week-end donne pas mal envie d'essayer de m'investir un peu plus. Hmm. Ça fait que, tout de suite, il y a quelque chose qui est organisé pour, créer on va dire «un statut professionnel» entre guillemets. Ça serait une raison de plus de vouloir m'investir dans le jeu. Mais oui, c'est vrai que bon, après, non, moi je te vois régulièrement perf. Ouais, D'ailleurs, c'est quoi prochainement tes tournois? Est-ce que tu fais Palaiso, Bochum, Bologna? Est-ce que tu penses faire tous les challenges? Palaiso, je peux pas. Bochum, je suis en train de le considérer. À la base, je partais du principe que je ne le ferais pas parce que c'est sur un week-end où je travaille. Je me dis que je vais peut-être faire un effort, en fait. Et j'avais prévu de faire Birmingham. Bologne, c'est en discussion. Ça marche. Bah écoute, si jamais tu te décides de venir à Palaiso, bah, on se retrouvera parce que moi je serai à Palaiso en compagnie d'Anthony, alias Ocobalt, pour arbitrer, évidemment. Et vous serez supervisé par un de mes amis. Au niveau de l'anglais? Ouais, Ok, cool. Bah alors le monde est petit, hein. parce que le head judge, c'est Michael Harvey, justement. Ok, ok. Nous on a pu. J'ai pas le contact du head judge, on a été juste mis en contact avec D'accord, l'organisateur même. d'accord, ok. Voilà. Le head judge, c'est Michael Harvey, qui est aussi un arbitre qui vient de Magic, Oui. et qui Oui, a de parce que. l'expérience d'arbitrage sur les Pro Tours. Hmm. Parce que, en parallèle, d'ailleurs comme le tournoi Palaiso qu'il y a eu pour l'Euroleague Tour, c'est que la salle va être coupée en deux. Il y aura une partie 128 joueurs à l'Orcana et une partie Magic. Donc oui, c'est pas étonnant. Bah du coup, c'était vraiment un plaisir de t'avoir sur cette chaîne et Bush, faire la Merci de review avec m'avoir toi, reçu. avec joie. Et puis j'espère que j'aurai le plaisir de te revoir ultérieurement si jamais si tu participes à Bologna, que tu gagnes Bologna ou Birmingham. En tout cas, voilà. Ce sera un plaisir de te recevoir de nouveau sur la chaîne. Et bah, alors, je te laisse le mot de la fin si jamais tu veux faire un petit coucou à quelqu'un ou pour les joueurs, un message. Je, je crois que je n'aurai pas de meilleur mot de la fin que me. Me. Excellent. Et bah voilà. Donc bah, me à tout le monde. Et puis à la prochaine.